Est-ce que Sousa serait un village idéal? On peut le voir sous cette forme-là. C'est un endroit particulier, Sousa. C'est un endroit privilégié. Il y a des arbres qui apaisent. On connaît maintenant le rôle des arbres, des animaux. Même si parfois, moi, il y a certains animaux qui me font peur à Sousa, comme les serpents. Mais il y a des oiseaux. Je préfère retenir les tisserins qui sont à Sousa et qui sont les occupants, les propriétaires, je dirais, d'un énorme manguier. C'est un endroit d'enchantement parce qu'on a des forêts primaires. Donc, c'est un endroit où on peut aller faire des superbes balades en forêt et se perdre. Et on peut aussi faire du vélo, on peut vraiment s'évader. Puisque le monde ne tourne plus rond, eh bien changeons le monde. Oui, mais comment? Et par où commencer? Le temps des idéologies, des approches trop globales est révolu. Alors pourquoi ne pas démarrer autour d'un lieu qui rassemblerait des hommes et des femmes aux profils et aux métiers divers, tous unis dans leur volonté d'inventer un modèle de vie et de développement différent, tous désireux d'entretenir un autre rapport avec le terroir et avec le vivant. Tout à la fois laboratoire d'idées et lieu d'expérimentation, c'est ce que cherche à incarner la fabrique de Sousa, située au Cameroun. Un projet porté notamment par Marème Malon Samb. Sénégalaise, française et camerounaise, cette galériste de renom aime à mettre en avant ses multiples origines et cultures, comme pour mieux s'enraciner sur ce petit bout de terre au cœur de l'Afrique. Je suis Thomas Hoffnung et vous écoutez 6 pieds sur terre, le podcast de Courrier International et d'ID4D, le média du développement durable. Un podcast qui donne à entendre d'autres voix sur une planète en ébullition, la nôtre, en ébullition, mais qui n'a pas dit son dernier mot. Sousa, ce n'est pas une utopie. Sousa, c'est un lieu qui existe réellement et qui se trouve donc au Cameroun, à côté, une trentaine de kilomètres de la capitale économique. Donc Sousa est dans une zone mi-urbaine, mi-rurale. À Sousa se trouve une fabrique qui réunit des gens de divers horizons qui ne se connaissaient pas pour certains, mais qui ont appris à se connaître et à travailler ensemble, ce qui n'était pas forcément évident. Je vais mettre au passé. Je considère que c'est fini, mais il y avait une sorte de malédiction à Sousa. La grand-mère de mon époux a eu un certain nombre d'enfants. Sur 7 enfants, 6 sont morts. Et donc, le 7e, dès qu'il a eu l'âge de pouvoir être un petit peu autonome, sa mère lui a demandé de quitter Sousa. Et il est monté dans un bateau et il a débarqué à Marseille. Et mon beau-père a toujours eu une forte réticence à séjourner à Sousa. Et je me souviens très bien que toute jeune mariée, quand je suis arrivée au Cameroun, il m'avait recommandé de ne jamais boire, de ne jamais manger, par risque d'empoisonnement, par risque de maléfice. Il y a une dimension presque mystique. Il craignait pour nous, il craignait pour sa famille, il craignait... et pour autant, malgré cette malédiction... c'est un village où il se passe de petits miracles, un village où on se sent protégé, où on se sent à l'abri, on communie. Et donc, l'idée à Sousa, c'est de convier un certain nombre d'amis, je les appellerai des amis, mais effectivement, parfois des gens que je ne connais pas, mais qui deviennent très vite des amis, des chanteurs, des slameurs. C'est vraiment très interdisciplinaire. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des agriculteurs, il peut y avoir des sociologues, des anthropologues, des philosophes, des journalistes, des artistes, des créateurs. On mélange toutes ces disciplines. Et puis, on invite toujours aussi des jeunes qu'on ne connaît pas non plus, mais bon, soit appel à candidature ou par bouche à oreille. Voilà, donc on invite un certain nombre de jeunes. Donc on se retrouve en principe une moyenne d'une 30aine de personnes. Donc l'idée, c'est vraiment d'essayer de replacer l'économie, de réenchasser l'économie dans le social et dans le culturel. Puisqu'on se rend compte qu'en fait, l'économie telle qu'elle est aujourd'hui, l'écomonde, si on peut dire,
Ça n'a pas été un succès, ce n'est toujours pas un succès, on s'en rend compte plus que jamais. Et donc l'idée, c'est de se dire, bon, finalement, cette économie monde qui a créé plus d'indigence, les gens sont dans une forme de pauvreté, pour pas dire de misère. Qu'est-ce que nous, on peut faire à notre niveau? Les habitudes ancestrales, comment est-ce que ces économies qui existaient de partage, de solidarité, comment est-ce qu'on peut les remettre au goût du jour? Comment est-ce qu'on peut, par exemple, tout ce qui est pharmacopée, on se rend compte plus que jamais aujourd'hui qu'on a certainement des richesses qui ont été oubliées ou en tout cas détruites. L'idée de retrouver les vraies valeurs, les vrais choix éthiques. Donc le premier projet, c'est la cartographie de Sousa. Et l'idée, c'est de redonner une certaine autonomie aux gens qui travaillent sur ce terroir, de créer des chaînes de valeur locales, de repenser notre économie en termes de partage, de solidarité, parce qu'on se rend bien compte que l'économie telle qu'elle est pratiquée là aujourd'hui, ça ne fonctionne pas. Repenser l'économie, c'est repenser notre manière de vivre et d'appréhender le vivant. À Sousa, on cultive la terre, tout en scrutant le mont Cameroun qui culmine à plus de 4000 mètres, et on réfléchit aux moyens de mieux protéger la nature, par exemple en dotant les rivières et les plantes d'une personnalité juridique. On travaille aussi sur le respect de la nature. Alors là, c'est un travail qui se fait beaucoup plus au niveau des jeunes, une sorte, ce qu'on appelle, dans un certain jargon, une sensibilisation de la jeunesse. Mais ce n'est pas aisé parce qu'on se rend vite compte que tout est lié. En fait, ce sont des problèmes aussi d'ordre économique, finalement. Parce que si les gens coupent les arbres, les essences... Moi, j'avais, par exemple, recensé toutes les essences, les arbres vraiment d'essence primaire, etc. On avait recensé tout cela. On s'est rendu compte que, sur nos propres terres, beaucoup ont été coupés, ont été volés. Et on se rend compte que c'est un problème d'ordre économique, parce qu'en fait, les gens font ça parce que, les petites cultures de manioc ne suffisent pas à les faire vivre. Donc, c'est vraiment je pense qu'il faut avoir une vision globale de tout cela et ne pas juste aller les culpabiliser en leur disant il ne faut pas couper les arbres, mais expliquer pourquoi il ne faut pas les couper, pourquoi est-ce que le bois de chauffe, il vaut mieux pas prendre ce genre d'arbre pour faire du bois de chauffe. Donc, c'est là aussi qu'on doit travailler avec la jeunesse, les impliquer de plus en plus et de manière très concrète. Donc, on travaille avec des jeunes aussi sur le ramassage des déchets. Et on a un deuxième projet qui est mené avec Diego Landivar, qui est un professeur d'économie et qui, lui, travaille sur les micro-labels. Pourquoi est-ce que notre agriculture devrait être certifiée par EcoCert alors que les critères ne sont pas forcément les bons? Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas des micro-labels d'agriculture raisonnée? Donc ça, c'est une chose. Et aussi, un deuxième volet, qui celui-là, à mon avis, est encore plus intéressant, qui est de donner la personnalité juridique à des entités non humaines. Par exemple, si une rivière est polluée, elle doit pouvoir porter plainte. Si une plante est rare, est coupée et détruite, elle doit aussi pouvoir porter plainte. L'idée, c'est de repenser notre façon de vivre, de repenser notre rapport au vivant, à la nature, de se reconnecter à la nature, de créer des chaînes de valeur locales qui sont souvent perdues, de retrouver une certaine authenticité, en fait. Et encore une fois, de ne pas avoir cette pratique hégémonique impérialiste vis-à-vis de la nature, vis-à-vis même des gens, et de comprendre qu'on fait partie d'un tout et que ce tout, on doit surtout le protéger. Sous ça, il y a une magie et j'ai le sentiment que plus l'extérieur devient difficile, plus Sousa devient un refuge, on y trouve la paix. On a une magnifique vue du mont Cameroun. Et ça aussi, c'est apaisant. Donc, c'est un village idéal, certes, mais je dirais que encore une fois, c'est une reconnexion avec la nature. On a ces petits oiseaux qui, le matin, vous réveillent, et ces petits tisserins qui sont jaunes et noirs, et qui ont construit leur nid dans ce manguier.
On a un petit potager aussi, toujours bien sûr d'agriculture biologique. Et on a une sorte de promontoire pour pouvoir prendre le thé devant le Mont Cameroun. Et finalement, on se dit que les rêves peuvent devenir réalité. À Souza, dans ce lieu aux allures de refuge, se fabrique peut-être une partie du monde de demain. Un monde plus respectueux de son environnement, mieux connecté au vivant et capable de protéger sa diversité. Plus au nord, en Europe, des naturalistes croient fermement que la meilleure façon de restaurer la biodiversité, c'est de laisser faire la nature. Dans le 4e épisode de notre série, nous parlerons d'une idée qui fait son chemin, celle du réensauvagement. Vous venez d'écouter 6 pieds sur terre, un podcast coproduit par les rédactions de Courrier International et d'ID4D, le média du développement durable. N'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme où vous aimez écouter vos podcasts. Cet épisode a été réalisé par Antoine Dabrowski, l'entretien mené par Anna Sylvestre Trainer. La musique est signée Lions Drums, tirée de son album Kagabas. Et quant à moi, je m'appelle Thomas Hoffnung et je vous attends pour le prochain épisode de notre série « Comment vivre avec le vivant ».